La 68e édition du Festival d'Avignon s'achève. Pris dans le tourbillon politique et climatique, la vie du festival n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour en discuter avec nous, Olivier Pi, bonjour. Bonjour. Alors, Radio Campus Avignon, vous connaissez? Ah bah bien évidemment, puisque ça a été ma dernière interview l'année dernière. Et le meilleur pour la fin, là, on va faire peut-être une interview bilan, dans le sens où on a pu interviewer des metteurs en scène comme Thomas Joly, qui disait que la première fois qu'il l'avait vu Henri VI, c'était comme voir un enfant courir, grandir. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là par rapport au Festival d'Avignon? Oui, évidemment, le Festival d'Avignon tel qu'on l'imagine, tel qu'on le rêve et tel qu'il est sur le papier, ne ressemble pas au visage de celui qui apparaît. Moi j'avais rêvé à un festival où on se pose beaucoup de questions politiques, et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. Mais il a été passionnant, même s'il a été difficile. Il a été difficile, elle a ressemblé un petit peu au Festival d'Avignon de 68, un petit peu en 2003, mais en 2003 il y avait eu l'annulation. Heureusement nous n'avons pas eu d'annulation cette année, à tous ces festivals qui sont agités de la rumeur du monde. Pour moi, ça a été passionnant. Vous savez, j'étais aussi spectateur de mon propre festival. Et j'étais heureux comme spectateur. C'est le moment où j'étais le plus heureux dans ce festival. C'est le moment où j'étais spectateur de mon propre festival. Et dans une des pièces, mai, juin, juillet, on a eu la poésie et la révolution personnifiée qui se taquinaient. Est-ce que vous avez trouvé que le Festival d'Avignon arrivait à concrétiser, personnifier la poésie et la politique? Oui, c'est ce qu'on appelle en philosophie une aporie, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire quand la poésie est là, la religion, décidément, quel lapsus, la révolution est absente, et quand la révolution est présente, c'est au contraire la poésie qui ne peut pas être là. Et on n'a pas été loin de ça, finalement, de se poser ces questions-là. Annuler ou pas un spectacle, faire un acte politique qui se placerait à la place de l'acte poétique. Pourquoi? Est-ce que ça a du sens? Quel est le rapport entre l'éthique et l'esthétique? Est-ce que l'esthétique est au-dessus de l'éthique, ou est-ce que l'éthique est au-dessus de l'esthétique? Ce sont vraiment des questions très passionnantes qu'on s'est posées tous les jours et tous ensemble. Et ces questions d'éthique, pour rester sur 68, mai, juin, juillet, on parle de 68 dans le Grand Opéra d'Avignon, dans ce cadre très luxueux, on peut dire. C'était pas un peu paradoxal quelque part d'avoir cette agitation dehors, cette agitation qui revient à l'intérieur, mais quand même ça reste du théâtre. Ah ben non, c'était pas paradoxal, c'était au contraire très en harmonie. C'est-à-dire qu'au contraire, un spectacle sur 68, mai, juin, juillet, nous permettait de comprendre ce qui se passait à l'extérieur du théâtre. Et c'est vrai que l'intérieur et l'extérieur, là, c'était quelquefois un petit peu flou. Et c'était le cas pour beaucoup de spectacles. Tant mieux. Et vous avez parlé hier lors du bilan sur le site Louis Pasteur d'Avignon, une vie utopique pendant un mois. Comment on s'en sort après, à la fin d'une utopie? Généralement, on revient, la réalité est assez dure. C'est pas ce que je ressens, moi, là, en ce moment. Je suis bercé du rêve qu'on a traversé. J'ai l'impression d'avoir été un dormeur éveillé pendant 4 semaines. Parce que c'est ça, le rêve utopique. Non, je ne crois pas qu'on en retourne à la réalité plus rugueuse. Au contraire, je crois on y revient à la réalité avec un lien plus amoureux, plus fort. Non, je ressens pas les choses avec cette violence-là. Et du coup, il y a dans les rencontres, utopie ou pas, est-ce que certaines idées, à votre avis, ont particulièrement planté leurs graines dans des esprits? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des temps forts dont vous êtes content? Oui, il y a une idée qui est centrale et qui s'est encore plus vérifiée cette année. C'est que aujourd'hui, votre génération, vous êtes des citoyens du monde. Moi, je n'étais pas un citoyen du monde, j'étais un citoyen de la France, et j'avais des nouvelles du monde. Et le monde était exotique. Et le monde était exotique à 300 kilomètres pour moi. Quand j'allais en Italie ou quand j'allais en Irlande, ça me semblait très 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 loin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que ce qui se passe à Gaza se passe aussi en France, que les questions qu'on se pose au Japon sont aussi des questions qu'on peut se poser chez nous. Ça, c'est extraordinaire. Cette réalité du monde mondialisé qu'on vit aujourd'hui, de tous appartenir à cette même grande ville qui s'appelle le monde, et qui passe quelquefois par une nouvelle technologie de la communication, mais qui passe aussi par le plus ancien média qui soit, à savoir par le théâtre, ou simplement par la rencontre quelque part, à un certain moment. Tout ça, on le vit comme une sorte de chose
bonne, comme une chose belle qui nous remplit d'espoir, je crois. C'est au contraire chaque fois qu'on est séparés, qu'on est inquiet et qu'il nous semble que l'histoire n'existe plus. Et dans ces citoyens du monde, il y avait une énorme notion de justement la société civile, comme par exemple avec El Warcha ou avec Hassan El Ghetri, qui ressemblait du coup à Échec, était presque une forme de documentaire. Est-ce que c'est une autre façon de pousser les barrières théâtrales habituelles? Oui, j'entends dans ce que vous dites que d'abord les frontières esthétiques doivent être toujours repoussées ou traversées ou mises à mal, et que ça met à mal aussi la frontière qu'il peut y avoir entre le politique et le citoyen. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Mais vous, pourquoi vous faites de la politique? Mais je fais de la politique d'abord parce que je suis un citoyen, et qu'un citoyen qui vit, qui aime, qui travaille, il fait de la politique par le fait même de ce qu'il fait. Donc ça veut dire que maintenant on a une idée qu'il y a d'un côté des politiques qui font de la politique et qui sont des politiciens, des professionnels de la politique, et pour lesquels on n'a pas une très très bonne opinion, et puis des citoyens qui eux seraient tout à fait séparés du geste politique. Donc il faut que le citoyen se réapproprie, la société civile se réapproprie le geste politique. Et c'est certainement ce qui se passe à Avignon pendant 3 semaines, un mois. Un geste poétique et politique, un moment dans un des ateliers de la pensée, Omar Abiazar, qui était programmé dans RFI, Ça va le monde, avait dit que c'est le cynisme qui vient d'Europe qui avait tué la forme de nostalgie des pays arabes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que des pièces comme Oration ont permis de montrer que la poésie peut exister sans frontières entre l'Orient et l'Occident? Moi, je connais bien son discours et je le trouve assez juste quelquefois sur le plan historique. Il y a évidemment eu un cynisme de l'Europe et de l'Occident, notamment dans le colonialisme, et on est tous des héritiers du colonialisme. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je pense que le cynisme est assez réparti partout. Et l'espoir aussi. Les révolutions arabes qui nous ont tellement passionnés, les révolutions et les contre-révolutions qui ont suivi, et les contre-contre-révolutions qui ont suivi ou qui vont suivre, elles ne se sont pas déroulées si loin de nos quartiers. La question, encore une fois, de la Syrie ou de la Palestine n'est plus du tout éloignée. Et je pense que votre génération ne vit plus ces conflits-là comme extérieurs à sa propre identité ou à son propre questionnement. C'est un grand pas, c'est très différent, c'est un rapport à la politique très différent, que je disais dans une de mes pièces, que la société, un terme qu'on employait beaucoup dans les années 60, il faut changer la société, etc., a été remplacé par le monde. Alors il incombe à votre génération une responsabilité beaucoup plus grande, mais peut-être une aventure tout à fait passionnante. Sincèrement, je ne pourrais pas dire, comme certains, qu'avant c'était mieux. Je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment passionnant. Et une jeunesse qui a porté les révolutions dans les pays arabes, mais qui est aussi présente dans le Festival d'Avignon, avec des pièces comme 2014, comme Possible de Didier Ruiz, mais aussi La guerre un peu passionnément pas du tout, avec l'université de Toulouse notamment et toutes les universités européennes. Est-ce que vous comptez ancrer encore plus la jeunesse peut-être l'année prochaine? Il le faut absolument. Sur les plateaux et dans les salles, il faut absolument qu'on arrive à rajeunir le Festival d'Avignon. Ça, c'est fondamental. Rajeunir le Festival d'Avignon, c'est lui créer un avenir, c'est lui donner un avenir. Donc, on a fait quelques efforts. Ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, il faut qu'on fasse plus de choses, mais là on est tous responsables. Vous savez, c'est pas Villard tout seul qui a fait le festival, c'est aussi tous ces hommes et ces femmes qui se sont investis et qui ont pensé qu'ils étaient eux-mêmes le meilleur média pour le public. Le meilleur média du public avec les artistes, c'est le public lui-même. Donc c'est la responsabilité que chacun prend de créer des collectifs, de créer des groupes, de rencontrer ceux qui au festival s'occupent de mettre en forme ses volontés individuelles. Je crois qu'il y a un grand effort de la jeunesse qui doit aller dans le sens du festival, mais il faut que le festival lui ouvre la porte. On a essayé de le faire, il faut continuer, il faut trouver encore d'autres moyens de le faire. Et dans la responsabilité que chacun prend, comment enclencher la responsabilité de l'État par rapport aux 300 000 euros de pertes, par rapport à la prochaine édition du festival? Si vous voulez, il faudrait arriver à considérer que le Festival d'Avignon n'est pas un objet séparé comme une entreprise privée qui aurait lieu à Avignon. C'est pas ça du tout, c'est une part de la République. Donc la République a à être solidaire, non pas du festival, mais d'elle-même. Et ça veut dire prendre ses responsabilités, oui. Les choses sont un peu complexes sur cette question, parce que comme vous le savez, l'État n'a pas été partie
aux négociations. Mais malgré tout, il a une responsabilité. Alors, moi, je pense qu'il y a eu une bonne volonté. Très sincèrement, je pense, à l'inverse de beaucoup de mes camarades, qu'il y a eu une bonne volonté et du ministère de la Culture et du Premier ministre. Mais quoi qu'il en soit, à ce jour, nous sommes sur le sable. Alors on parlait de théâtre, on parlait de politique. Moi j'aimerais savoir quel travail allez-vous mettre en place avec la nouvelle municipalité pour l'année prochaine. Bah, on a déjà mis des choses en place avec la municipalité précédente et qui se sont continuées avec la nouvelle municipalité. Mais je crois que c'est surtout sur la Fabrica que la question se pose. Parce que la Fabrica, c'est la continuité du festival toute l'année et en dehors des remparts. C'est une chose qui m'importe beaucoup. Avignon ne s'arrête pas à ses remparts. Avignon n'est pas qu'une ville touristique. Donc j'aimerais réunir un groupe de réflexion sur l'avenir de la Fabrica. D'autant plus que nous sommes dans une situation financière extrêmement difficile. Déjà, la Fabrica n'a pas du tout de moyens. Elle a à peine les moyens de payer son électricité. Si on veut développer des choses, je pense que je trouverai de la part de la nouvelle mairie une écoute. Pourquoi pas? Nous voulons faire un travail social. C'est une mairie socialiste, on devrait s'entendre. Et au niveau du Festival d'Avignon, peut-être pour finir, que ce soit le in et le off, beaucoup font la comparaison avec une vie. Au début, ça commence assez lentement, après il y a le bouillonnement et généralement ça finit mal par la mort. Ou là, en l'occurrence, cette année, c'était assez exceptionnel. Il y a eu des bons résultats à la fin du festival. Comment vous pourriez décrire cette vie de la 68e édition? D'abord, je ne suis pas certain que la mort soit forcément une mauvaise fin. Ça peut être très beau aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai qu'on s'était posé de cette question de la fin du festival, qui est toujours un peu triste. Bon, c'est toujours triste de toutes les façons la fin du festival. Demain, quand on va se réveiller et qu'on n'entendra plus la rumeur de la ville, qu'on verra les affiches voler au vent, on aura tous une certaine nostalgie de ces heures qu'on comprend souvent d'ailleurs qu'après. Mais enfin, le festival cette année a démarré avec un jour de retard. Donc peut-être que une part de son énergie est arrivée un petit peu plus tard. Il faut continuer à travailler cette fin du festival. Elle ne ressemble pas à l'ensemble du festival. Elle est différente. Mais cette année, il y a du public sur la fin du festival. J'en suis assez heureux. J'aime pas que le festival s'arrête 5 jours avant la fin. Et pour cette fin du festival, cette petite mort, on a Corps de mots avec les têtes raides dans la cour du Palais des Papes avec en esprit présent Jeanne Moreau. C'était important pour vous de finir sur cette note d'un groupe comme les têtes raides avec la poésie de Artaud, Apollinaire, Rimbaud? Artaud, Apollinaire, Rimbaud, Lydie Datas, qui est le seul auteur vivant, mais enfin, oui, qu'il y a à la fois des mots et puis en même temps une musique qui se donne comme populaire, un groupe qui est populaire. Je trouve que c'est une bonne idée et puis aussi un petit clin d'œil à la jeunesse. Moi, je sais que ma petite sœur, qui a à peu près votre âge, est venue spécialement pour les têtes raides. Ben, je m'en réjouis. Il y a toute la dimension festive du festival, à laquelle nous tenions beaucoup et que nous essaierons de mettre en place l'année prochaine parce que le festif a été un petit peu contrarié par une situation difficile. D'abord, il faut le rappeler parce que les droits des intermittents sont en danger et que ça a un petit peu cassé l'ambiance de la fête. Les droits des intermittents en danger, la CIP disait qu'il luttait pour l'assurance chômage en tant que droit social, mais la culture n'est-elle pas un droit social aussi en tant que tel? Oui, c'est très bien, c'est magnifique de le définir comme ça, bien sûr. La culture devrait être un droit et l'accès à la culture devrait être un droit. Donc il y a des inquiétudes qui ne tiennent pas simplement qu'à l'assurance chômage, mais qui tiennent en général au budget de la culture. C'est pour ça que j'étais content que le Premier ministre dise qu'il sanctuarise les budgets de la culture ou de la création. Ça a été un petit peu flou, savoir si c'était l'un ou l'autre. Et on n'a pas réussi à avoir de réelles précisions là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a un combat politique d'avenir et c'est le combat pour la culture. Ce n'est pas du tout un combat d'arrière-garde, ce n'est pas un combat de l'époque de Mitterrand, du tout. Au contraire, c'est le combat de demain. C'est bien de créer des emplois, mais il faut aussi créer des hommes et des femmes qui puissent s'en saisir et puis qui puissent avoir une vie qui ait du sens. Mais ça, je ne vois rien d'autre que l'éducation et la culture. La culture est en danger, c'est certain. La culture est toujours en danger, c'est un état de fait. Mais l'éducation est plus qu'en danger. L'éducation nationale est dans un état de ruine. Est-ce qu'il va y avoir chez nos politiques un jour une prise de conscience que là, il y a urgence. Il y a urgence autant que pour l'emploi. Et c'est une des réponses à l'emploi. Des combats à mener, dernière question, vous vous sentez plus armé pour l'année prochaine? Oui, ça certainement, parce que si chaque année c'est aussi difficile, eh bien, je ne donne pas cher de ma peau, là, je vais prendre 10 ans par an. Oui, je me sens plus armé, parce que
j'ai vu la force du festival. Vous savez, c'est pas moi qui ai sauvé le festival, c'est les salariés du festival qui l'ont fait, un collectif qui a été extrêmement vigilant, et puis le public. Donc j'ai vu cette force-là. Oui, ça donne confiance pour l'avenir. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez nous concocter pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Olivier Pi. Merci, à l'année prochaine.